Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description comment aller plus loin avec l'IA, plus vite avec RTX. Donc c'est la dernière session des RAF. On l'a voulu dans la continuité de ce que vous venez d'entendre. Pour autant, ce que je voulais dire en introduction, les thèmes sociaux sont nombreux en cette fin d'année 2023, ça ne vous aura pas échappé. Aussi, nous avons choisi de mettre en débat quelques-uns de ces sujets afin de vous permettre d'apprécier les positions, préoccupations des représentants des salariés et des entreprises du secteur et d'en mesurer les enjeux. Madame, messieurs, vous êtes nombreux à cette tribune. Aussi, je vous invite à intervenir de façon concise et claire sur chaque sujet pour que chacun puisse s'exprimer et qu'on ait, pour nos interlocuteurs, un débat qui soit limpide. Je vais gagner le temps de la présentation de chacun. Il y a des petits cavaliers et puis vous avez sans doute étudié le programme de très près. Pour commencer, je voudrais très rapidement savoir si vous avez les uns et les autres des réactions à la table ronde qui vient d'avoir lieu, qui prenait comme point de départ la croissance des studios, et on voit bien qu'on était, ou on est encore dans cette période de croissance qui a justifié une structuration du secteur. Est-ce que les uns ou les autres, vous avez des réactions à ce que vous venez d'entendre? Jean-Luc? Oui, moi j'aurais une première réaction. Il a été question des grilles de salaire, par exemple, qui était un outil de gestion des ressources humaines qui a amené, je ne sais plus, c'est Julien qui a parlé de ça, qui a amené la paix sociale dans le studio. Donc nous, en tant que partenaires sociaux, qu'organisation syndicale, on travaille effectivement sur ces problématiques. Il a été question aussi des fiches de poste, on travaille aussi sur les définitions de fonctions, et tout ça, c'est effectivement des outils qui permettent ensuite, disons, au climat de travail de bien se passer dans les entreprises. Et puis de faire évoluer toutes ces données, c'est aussi notre rôle et notre travail en tant que partenaires sociaux, puisque la convention collective est régulièrement réactualisée et elle va l'être de façon importante dans les prochains mois. On va en parler dans un instant. On va en parler, voilà. Oui, Jules. Est-ce que le micro marche? Oui. Oui, il marche, on t'entend. Oui, c'est bon, on m'entend? Ouais. Ok. Bonjour à toutes et tous. Oui, donc très rapidement pour rebondir sur la question des RH. Donc nous, côté prestataire technique, c'est quelque chose qu'on remarque, un renforcement du staff RH globalement, avec un besoin de sécurisation juridique du secteur. Plus le secteur quelque part s'industrialise et grossit, plus il y a un besoin de juridique, de clarté juridique, de sécurisation juridique qui permet d'éviter beaucoup de problèmes finalement quand c'est bien fait en amont. Et donc l'importance du staff RH est vraiment quelque chose qui est de plus en plus pris en compte, je pense, dans nos secteurs. Christophe? Donc, oui. Bonjour. Moi, j'ai trouvé la précédente table ronde très intéressante. Elle illustre beaucoup de choses. D'ailleurs, dans les 2 derniers jours, il y a pas mal de choses qui ont été dites et qui sont en réalité en rapport avec un peu cette matinée. Mais il y a, comment dire, j'ai entendu parler aussi de fondamentaux un peu dans les présentations, mais on a, de mon point de vue, alors après, le film d'animation est un secteur professionnel assez jeune, mais dans tout ce qui est dit, on a un problème de matrice ou de structuration ou de fondamentaux, de postulats, comme on voudra, à travers les dispositions légales. Tout ça pour dire quoi? Que quand on parle de grille de salaire, en réalité, et de manière séparée de fiches de poste, dans une convention collective, une grille de salaire, ça ne correspond pas juste à des salaires et à un mot, c'est qu'est-ce que c'est que le métier auquel correspond cet argent-là, comment ça se situe dans l'organisation du travail également. Et ça, c'est ce que fait un peu la convention collective. Après, il y a des adaptations, chaque boîte adapte les affaires en fonction de ses nécessités. Mais en termes d'organisation des choses, d'ordre des choses, et même j'aurais tendance à dire de sens commun, je pense qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu à remettre en ordre. Moi, j'ai bien compris qu'on avait une table ronde très très courte, avec beaucoup d'intervenants et très peu de temps, mais il y a énormément de choses intéressantes qui auraient été à dire sur le dialogue social. On est dans une démocratie sociale en France, on a tout un tas de dispositions, il faut préserver ce dialogue social.
Jules parlait à l'instant de juridique. Ce qui nous permet de ne pas aller jusqu'au juridique, c'est d'avoir de l'échange. Ce qui permet d'avoir de l'échange, c'est d'avoir dans les entreprises, d'une manière ou d'une autre, de la représentation qui permet de faire de l'échange quand il y a des problèmes qui se posent. Tout groupe humain, à un moment ou à un autre, voilà, il y a des problèmes qui arrivent. Donc, si on a pensé avant, on parlait aussi de formation des RH. Moi, je connais beaucoup de formations RH qui manquent de cette structuration-là. Il n'y a pas que les éléments techniques, ils sont très importants. Il faut savoir faire une fiche de paye, enfin tout ce dont vous avez parlé avant. Mais il faut aussi savoir organiser le dialogue dans les collectifs de travail du projet en question. Et c'est vrai aussi qu'on a un secteur d'activité, j'arrête après, et c'est vrai aussi qu'on a un secteur d'activité qui est traversé par l'artistique, qui a une tradition qui est une personne, un projet, à côté de quoi la responsabilité sociétale de l'entreprise, parce qu'on est quand même dans un groupe humain au sens large, elle est légèrement absente, légèrement, c'est voilà. Et donc ça, c'est aussi à revoir. Après, il y a du temps. Enfin bon, on a parlé d'évolution, de structuration en tant que telle. Il faut vraisemblablement qu'un certain temps se passe pour que voilà, ça mature, chacun et chacune de manière individuelle et collective à ses expériences. Mais il y a beaucoup et à dire. Et à échanger et à faire avant qu'on arrive à se stabiliser un peu. Je finis. Alors Cédric, et puis on passera à un autre sujet, peut-être François aussi. Cédric, puisque tu as le micro en main, vas-y, je t'en prie. Ouais, merci. Alors moi je suis Cédric Chaplot, je travaille à Illumination en tant que TD, lead TD, depuis 12 ans, et je suis mandaté aujourd'hui pour représenter les adhérents du SIPMCS, donc le syndicat interprofessionnel Presse, Médias, Culture, Spectacle, au sein de la Confédération nationale du travail. Voilà. Par rapport à l'évolution en fait des entreprises et de la manière dont ils grossissent, moi, un sujet assez fondamental que j'ai vécu en interne à Illumination, c'est le cas des agressions sexuelles, les agissements sexistes et les cas de viol. Très concrètement, quand une boîte grossit, forcément il y a plus d'effectifs et ça peut créer aussi plus de situations, c'est des statistiques et la probabilité qu'une boîte grandisse, c'est aussi des conflits, notamment aussi de harcèlement moral. Et juste pour un petit rappel, parce que ça fait jamais de mal. Donc, quand une femme dit non, c'est non. Le silence, c'est non. Peut-être, c'est non. Demain, c'est non. Et si c'est pas oui, c'est non. Comme tu es désormais un fidèle des RAF, tu sais que c'est un sujet qu'on a abordé, qu'on ne lâchera pas, et je pense que tout le monde autour de la table est sur cette position. François, tu veux dire un mot, et puis on passe au sujet suivant. Oui, d'abord, je voulais vous remercier d'avoir organisé la table ronde d'avant. Les deux sujets se répondent un peu. Et pourquoi ? Parce que au poste, à Anime France, on voit vraiment que la fonction RH commence à évoluer dans les studios et que les studios se structurent. Par rapport, en fait, il y a des thématiques qui vont reprendre, il y a des thématiques générales, je vais dire que c'est un peu la théorie de la pratique, qui reprennent en fait des thèmes qui ont été abordés dans la table ronde RH, donc on en parlera tout à l'heure. Juste sur l'intervention, moi je retiens deux choses. Je crois que c'est Nicolas qui l'a dit, mais pas que. Non, parce qu'en fait, c'était les trois intervenants. C'est déjà qu'il y ait une clarté sur les fondamentaux. Je pense que nous, là où je suis, peut-être Louise aussi, on voit parfois qu'il y a certains fondamentaux de la législation, et ça rejoint la notion d'équité, qui sont appliqués, qui ont été appliqués de manière empirique. Et je pense que quand ce socle-là est solide, on peut après travailler sur les questions sociétales, etc. Nous, à Anime France, ce qu'on essaye de faire, c'est, on en parlera un peu avec la convention collective. Moi, j'accueille, nous, on accueille avec joie, entre guillemets, le fait qu'il y ait des fonctions RH, parce que ça nous nourrit aussi. On a une commission sociale et on essaye d'avoir les retours du terrain pour pouvoir adapter les textes théoriques dont on parlera de la convention collective au plus près du terrain, mais tout en donnant des cadres par rapport aux pratiques. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais dire, puis après je prendrai des exemples. Très bien, on va commencer par un premier sujet qui a été vraiment dans la lumière de l'actualité ces derniers temps, c'est la négociation en vue d'une réforme de l'assurance chômage avec des coups de théâtre. Ceux qui ont participé à cette négociation, je pense peut-être à François et Christophe, peuvent peut-être faire un point factuel de l'état de l'art et des étapes suivantes, parce que je crois que le chemin n'est pas arrivé à terme. Alors, les
les étapes suivantes, là aussi, je vais essayer d'être court, mais enfin, c'est un sujet assez compliqué. Juste un petit cours basique. Depuis 2016, les partenaires sociaux du secteur du spectacle au sens large, animation, spectacle vivant, enfin tous ceux qui engagent les intermittents côté employeur, peuvent négocier dans des accords leur régime spécifique, ce qui n'était pas le cas historiquement avant. Alors j'ai l'impression que ça vibre beaucoup. Non, c'est bon, mais rapproche bien le micro de... Ah oui, ok. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est depuis 2016. C'est d'ailleurs pour ça que, en fait, l'accord qui régit les intermittents du spectacle actuellement, c'est un accord qui date du 28 avril 2016. C'est-à-dire il y a eu ce changement législatif. Après, tout le monde s'est mis autour de la table et il a négocié un accord qui est celui qui s'applique encore actuellement depuis 2016. Depuis 2019, en fait, au niveau de l'assurance chômage en général, l'État envoie une lettre de cadrage aux partenaires sociaux interprofessionnels, leur dit voilà, vous devez faire telles économies, vous devez faire tel changement, etc. dans le régime d'assurance chômage. Si vous ne les faites pas, on reprend la main et c'est nous qui gérons les dispositifs d'assurance chômage. Pourquoi ? Parce qu'entre autres, la dette de l'assurance chômage fait partie de la dette publique et que l'État a voulu reprendre la main sur le sujet. Donc, ça veut dire quoi, ça, concrètement ? C'est que, en fait, tous les 3 ans à peu près, depuis 2019, donc en 2019 ils ont commencé, l'État a envoyé une lettre de cadrage pour la négociation du régime général d'assurance chômage. Et les partenaires sociaux interprofessionnels, c'est-à-dire le MEDEF, la CGPME et l'Union des l'UPA qui s'occupe des artisans côté employeur et les syndicats de salariés, font une deuxième lettre qu'ils envoient en fait au secteur du spectacle en disant voilà, nous on a une trajectoire financière, on doit travailler sur tel thème, tel thème, tel thème. Ben vous en fait, vous l'appliquez dans votre secteur en l'adaptant à vos spécificités. En 2019, il y a déjà eu un accord qui modifiait un peu le 28 avril, l'accord du 28 avril, sur certains points à la marge, je ne vais pas rentrer dedans. Avec le Covid et tout, il n'a pas été appliqué. Il n'a pas été appliqué par l'État. Donc là, on s'est retrouvé il n'y a pas longtemps avec exactement l'application du dispositif dont je parlais, et on nous a demandé, on a reçu le 4 octobre une lettre de cadrage qui nous a dit il faut que vous négociez sur les annexes 8 et 10 avec certaines lignes, l'évaluation économique de l'accord du 28 avril 2016, des corrections au niveau de la trajectoire financière, une diminution du ratio dépenses-recettes, et vous nous donnez un accord, et vous avez jusqu'au 27 octobre pour signer un accord. Alors on s'est retrouvé à marche forcée avec la FESAC, qui est la fédération qui regroupe tous les employeurs du spectacle, aussi bien spectacle vivant, audiovisuel, animation, cinéma, d'un côté de la table. Et puis nos amis, les organisations syndicales de salariés représentatifs de l'autre côté. On a cravaché pour faire un accord. Il y a des séances qui se sont terminées à minuit. Enfin bon, Jacques Aubert connaît ça parce qu'il a vécu ça en 2016, là je le vois. Et puis on est arrivé, on a fait un accord. Alors l'accord, qu'est-ce qu'on a, nous on a dit dans le laps de temps entre le 4 et le 27 octobre, on ne peut pas évaluer vraiment ce qu'on a fait le 28 avril 2016. Et on ne peut pas non plus attendre comme ça tous les 3 ans d'avoir une directive. On souhaiterait en fait qu'il y ait un suivi régulier économique de l'accord qui s'applique aux salariés intermittents du spectacle, je rappelle, donc en CDDU qui travaillent dans le spectacle avec des contrats ponctuels. Donc on souhaiterait ça. On souhaiterait aussi corriger certains dispositifs. Ça, c'était l'aspect assurance chômage. Et après, il y avait un aspect calendrier social qui était... On n'agit pas uniquement sur l'assurance chômage, mais on agit aussi sur tout ce qui est emploi autour, c'est-à-dire aide à l'emploi, encadrement des CDDU, et on voit, et on a un calendrier de travail. On a signé ça. Les partenaires sociaux interprofessionnels ont reçu l'accord le 27 octobre. Précise un truc, puisqu'on était tous les deux. C'est un truc en amont, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne contredit pas du tout ce que dit François, mais quand François a dit qu'on avait peu de temps pour négocier, ce qu'on a en même temps dit, c'est que comme on a peu de temps pour négocier, comme on a peu de temps pour avoir les données qui reviennent de l'UNEDIC pour savoir quel est l'état, c'est bien sympa de modifier un dispositif, mais si on ne sait pas qu'est-ce qu'il produit comme effet, c'est un peu compliqué de le modifier, ça c'est un, ça c'est
avoir dans ce peu de temps les données qu'on demande et qui remontent de l'UNEDIC, qui en même temps d'ailleurs doit faire remonter les données pour l'interprofessionnel, qui globalement est privilégié, mais bon ça c'est la vie, en termes de temps et de travail. Donc en fait on n'a jamais eu à la fois dans les temps toutes ces données, ce qu'on savait de toute façon dès le départ, ça c'est un, et deux, on a un accord qui est en vigueur, qui a été fait en 2016. Et on est en 2023, on a le Covid en 2020, les effets du Covid sur les dispositions de cet accord, puisque ce qu'on a fait en 2019, ça a été écarté par le gouvernement, sur les effets de cet accord qui sont pas... Enfin, qu'il n'est pas possible de prendre en compte. Donc, en fait, on a eu neutralisé l'année 2020, l'année 2021, et comme il y a toujours des effets sur 2022, l'année 2022. Donc, en fait, nous, par rapport à... Parce que, comme François dit, il y a une lettre de cadrage, le gouvernement et l'interprofessionnel nous expliquent qu'il faut qu'on fasse des économies. Et nous, ce qu'on a dit tous ensemble, et c'est dans l'accord, c'est que vous êtes bien gentils de nous demander des économies, quand bien même, d'ailleurs, vous nous demanderiez de faire des dépenses supplémentaires. C'est même pas le sujet, étant donné qu'on n'a pas la vision réelle de ce que produit l'accord comme effet. Donc, lui donner une nouvelle trajectoire par rapport à une trajectoire qui est floue, et même il y a un comité d'expertise qui l'a aussi écrit ça, c'est que tout ce qui est donné là comme indication et comme trajectoire, c'est soumis à caution, parce que à la fois le Covid et la rapidité dans laquelle on doit travailler pour donner des éléments ne permet pas de l'avoir. Donc en fait on ne s'est pas conformé, c'est juste pour préciser ça, c'est que dans notre accord, nous ne sommes pas conformés à l'injonction gouvernementale, retraduite par le niveau interprofessionnel. Or donc, alors je ne sais plus où on était. Oui, j'en étais au dépôt de l'accord, donc signature le 27 octobre. Hein, on a tenu le timing avec les précisions de Christophe. L'Interpro a regardé l'accord, il l'a évalué, il nous avait dit de faire des économies, il a trouvé que l'accord n'en faisait pas. Et d'ailleurs, au niveau comptable, il n'en faisait pas. Pourquoi ? Parce que, en fait, je vous ai parlé de certains éléments qui étaient dans l'accord, mais par exemple, on avait des correctifs de dispositifs. Et il y en a un qui va vous parler un peu. On avait un correctif du dispositif des franchises. Depuis 2016, il y a des franchises qui ont été mises en place. Et en fait, on s'aperçoit que ces franchises pénalisent les personnes qui ont des longues périodes d'emploi, avec parfois des remboursements de franchises congés en année N+1. Et je sais que ça impacte pas mal de salariés dans l'animation ou des personnes qui travaillent régulièrement. Il y a eu une erreur de lecture, une erreur juridique en 2016, enfin présumée. Donc on avait essayé de corriger cet élément-là. On avait essayé aussi de dire qu'il fallait un peu durcir les conditions de déclaration pour toutes les personnes qui cumulent des statuts d'indépendants avec le fait d'être salarié intermittent du spectacle sur les mêmes postes. Ça met en difficulté juridique les employeurs et en plus ça fait des pertes de cotisation pour l'assurance chômage. Donc bon, il y avait quelques dispositifs comme ça, quelques points techniques sur lesquels je ne veux pas développer. S'il y a des questions, j'essaierai de le faire. Donc on a déposé cet accord. Alors, le comité d'experts a dit, c'est le comité d'experts, il a dit bon ben voilà, l'accord va coûter un peu plus, mais à terme il fera un peu plus d'économies. Les partenaires sociaux de l'Interpro ont dit bah non, de toute façon ça ne fait pas d'économie comme on vous l'avait demandé, donc on n'en tient pas compte. Alors ils ont envoyé un premier projet d'accord en disant on n'en tient pas compte et de toute façon pour les économies on a trouvé un truc très très simple, on monte le seuil d'ouverture des droits à 610 heures pour les techniciens, 580 heures pour les artistes-interprètes. Cet accord, il a circulé partout. Les réseaux sociaux se sont un peu affolés. Je pense que les organisations syndicales de salariés au niveau interprofessionnel ont dit non, ça ne va pas aller du tout. Et donc après, ils ont sorti un nouvel accord qui est celui qui devrait s'appliquer, qui est un accord dans lequel, en fait, on est au statu quo ante, c'est-à-dire qu'ils disent, on continue à appliquer l'accord du 28 avril 2016 qui régit l'assurance chômage des intermittents et donc qui est celui qui est applicable actuellement. Cet accord-là, il a été signé au niveau interprofessionnel, bon, évidemment par toutes les organisations d'employeurs, mais aussi par la quasi-majorité des organisations syndicales de salariés qui gèrent l'UNEDIC en général, hein, moins la CGT et peut-être la CGC, ouais, c'est ça. Et là, maintenant, il est parti au gouvernement qui va l'évaluer. Voilà, non, il n'est pas au gouvernement. Ah, il n'est pas encore. Au moment où on parle, il est... En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un machin qui s'appelle donc l'UNEDIC, qui Christophe, gère tout ça. Non, mais mais là, c'est important parce que... Oui, tout est important et il y a d'autres sujets qu'on ne pourra pas aborder si on passe... En tout cas, pour l'accord interprofessionnel assurance chômage, aujourd'hui, il est à l'UNEDIC. Il doit arriver au gouvernement dans 10 jours, un truc comme ça, au maximum. Vous avez entendu les déclarations de M. Macron et de M. Le Maire, là, récemment, qui commencent à taper dessus et sur ce qu'ont fait les partenaires sociaux là-dessus. Il y a un
très gros risque. Nous, on a tout fait, en tout cas pour la CFDT, on a tout fait et on continue de tout faire pour que la négociation de l'assurance chômage reste dans le périmètre et dans les mains des organisations d'employeurs et des organisations de salariés. On a depuis un certain nombre d'années un gouvernement, un pouvoir politique qui souhaite virer tout ce qui est, disons, démocratie sociale des mains de ceux qui, sont... comment dire, à la fois pertinent et légitime pour traiter le sujet. Donc là, on a un très gros risque là-dessus. Si le gouvernement récupère à la fois l'accord interpro dans lequel est enchâssé notre accord à nous, qui, même si c'est pas celui qu'on a négocié cette année, c'est quand même celui qui est en vigueur depuis 2016, nous ne savons pas, en tout cas nous à la CFDT, on ne sait pas ce que ce gouvernement va en faire. Il a à sa main la possibilité, par décret, de quelque manière que ce soit, de ces histoires de propositions patronales là, du MEDEF, là, de 610 heures et machin, et trucs comme ça. Le gouvernement tout seul peut le faire. Nous, on a fait en sorte que ce soit contré là, à ce niveau-là. Expliquer de toute façon qu'on signerait rien si ça allait dans ce sens-là. Donc nous, on a maintenu cet accord, enfin, c'est les dispositions de 2016, mais à partir de dans quelques jours, nous ne savons pas ce qui va se passer. Voilà. Et nous, on fait tout en ce moment pour justement ça. Ma question, les échéances, est-ce qu'on les connaît Quand le gouvernement doit-il statuer sur... Normalement, l'UNEDIC doit renvoyer sa copie au gouvernement d'ici la fin novembre. Enfin, nous, c'est ce qu'on a compris. Je vous avoue qu'à date d'aujourd'hui, là, j'ai pas les dernières nouvelles, mais enfin, c'est un peu l'idée. Et je pense qu'en ce moment, il y a pas mal de tiraillements. Enfin, ça, si vous écoutez un peu les informations à l'intérieur du gouvernement, je sais pas de quel côté ça va tomber. Mais c'est quand même un peu inquiétant, les déclarations de Le Maire hier et même en amont de Macron par rapport à toutes les économies qu'on doit faire partout en France sur le social. Voilà, nous, ça nous inquiète un peu. Vigilance. Point suivant, la convention collective. Le mot a été prononcé plusieurs fois depuis qu'on a pris la parole ici. Donc il y a un travail de toilettage, je ne sais pas si le terme va vous convenir, qui est en cours, qui doit prendre corps. Je voudrais que chacun puisse s'exprimer sur les attentes qui peuvent être les vôtres, peut-être en faisant une petite incise aussi sur ce qui a été fait sur le storyboard. Je sais que certains ont été très actifs sur cette question. Voilà, le deuxième point. Concision encore ? Merci. Louise. Oui, bonjour à tous. C'est vrai que la convention collective, elle date de 2002, si je ne me trompe pas. C'est un acte vivant qui est régulièrement amendé, renégocié, mais elle a besoin aussi d'être régulièrement modifiée, remise à jour. Et donc, on a entamé un travail de remise en conformité de la convention collective avec les dispositions légales. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu régulièrement quelques réformes du Code du travail qui sont intervenues ces dernières années. Donc c'est important que la convention collective telle qu'elle circule soit complètement en conformité. Et c'était aussi pour initier un travail de restructuration pour qu'elle soit le plus lisible possible, à la fois pour les employeurs, mais aussi pour les salariés, qu'elle soit plus facilement appréhendable et unifiée dans l'ensemble des entreprises. Et je dirais que pour les entreprises du SPI, qui justement n'ont pas forcément de DRH, qui n'ont pas forcément d'instance de représentation du personnel avec qui négocier des accords d'entreprise, c'est particulièrement important d'avoir un acte juridique structurant pour guider un certain nombre de principes d'application des règles sociales dans les entreprises et d'avoir vraiment un cadre commun de référence qui soit vraiment un outil pour les relations de travail. Avant que les autres s'expriment, est-ce que tu peux nous dire quel est l'échéancier de ce travail ? Est-ce qu'il y a des points d'étape prévus ? Alors, on a entamé le travail là au mois de septembre. On a un dialogue très constructif entre organisations d'employeurs et de salariés, je trouve. L'échéance, je ne peux pas trop me prononcer pour le moment, c'est des négociations, donc ça peut durer un certain temps, mais en tout cas, on a identifié un certain nombre de sujets qui pourraient être discuter et faire évoluer la convention collective sur certains points, comme il y a tous les sujets représentation du personnel dans les entreprises, télétravail aussi, travail à domicile. On en dira un mot juste après. Parler. Si on a le temps. Mais voilà, ça c'est des points qu'on doit aussi remettre au goût du jour et adapter à l'évolution aussi du secteur et de la société. Peut-être les organisations de salariés, avant que François reprenne la main. Vas-y. Non, Oui, en effet, il y a eu le toilettage, il avait commencé déjà notamment par un accord sur les storyboarders
que le SNTPCT défendait réclamait depuis de nombreuses années. Cette négociation qui a été sans cesse repoussée d'abord par toute la mobilisation qu'il y a eu autour de l'échelon junior dans les années 2015-2016, puisque c'est en 2015 qu'on avait déjà demandé une discussion sur la situation des storyboarders qui était absolument qui ne pouvait pas perdurer sous la forme, c'est-à-dire que le système que les gens appelaient système de forfait, qui était plutôt un système d'enveloppe fermée, c'est-à-dire que les gens avaient tant de semaines pour faire un storyboard, et puis s'ils dépassaient, les semaines supplémentaires n'étaient pas payées, ce qui constituait en fait un délit de travail dissimulé, et ce qui ne pouvait vraiment pas perdurer comme situation. Donc cette discussion sur les storyboarders, elle a pu enfin s'ouvrir il y a 3-4 ans, je ne sais plus, et elle a abouti cet été à un accord qui est un accord très important. C'est quelque chose qui était absolument nécessaire et qui rentre un petit peu dans le cadre, dans ce que disait Louise, c'est-à-dire de rendre la Convention plus lisible. Parce qu'en réalité, quand on regarde ce qu'il y a dans cet accord, il n'y a que le rappel des dispositions légales qui sont qu'on ne peut pas faire travailler quelqu'un s'il n'est pas sous contrat. Et donc, si son contrat est terminé et que le travail n'est pas terminé, l'employeur n'a que 2 choix, c'est-à-dire soit terminer le travail par quelqu'un d'autre, soit faire un avenant au contrat de travail pour que le salarié puisse terminer le travail qu'il avait à faire. Donc, ce que fait cet accord, en fait, c'est simplement de rappeler ces dispositions en adaptant leur application à la situation spécifique du secteur de l'animation et des storyboarders pour rendre ces dispositions plus lisibles et que les employeurs ne puissent pas se retrancher derrière un flou dans la formulation pour entrer dans des systèmes de rémunération illégale, ou de non-rémunération d'un travail, Et dans le cadre de l'avenant que le SNTPCT a proposé, sur la base duquel s'est fait cette négociation, on avait aussi des demandes par rapport au contrat, des dispositions contractuelles, puisque les dispositions actuelles de la convention collective par rapport au contrat, avec la possibilité de faire des contrats successifs comme ça, de façon un petit peu anarchique, ne nous satisfont pas du tout et nous paraissent même pas vraiment légales. Cette discussion a été reportée puisqu'on voulait vraiment au départ se focaliser sur les storyboarders, mais nous on va remettre ce sujet sur la table de négociation dans le cadre justement de ce toilettage qu'on a entamé, Et ce sera donc un des points qui sera discuté prochainement. Pour l'instant, on est plutôt sur le télétravail. On va parler aussi de la grille de salaire dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Et là aussi, nous, on a des propositions qu'on fait depuis plusieurs années. Le préalable, en quelque sorte, pour nous, c'est déjà de rattraper le niveau de salaire de la convention d'origine qui a été signée en 2004, mais les salaires avaient été signés jusqu'en 2007, et de rattraper le niveau de ces salaires qui ont subi une érosion importante par rapport à l'évolution du coût de la vie, surtout ces dernières années. Là aussi, on a des propositions à faire. Et Stéphane Lebars, je ne sais pas s'il est là, il s'inquiétait hier ou avant-hier dans son intervention d'une possible contagion du conflit social qui est en ce moment dans l'audiovisuel à l'animation, puisqu'il y a un studio d'animation qui a participé à la grève par solidarité avec leurs collègues de l'audiovisuel. Moi, ce que je peux répondre à Stéphane, c'est que l'évolution, la façon dont réagira le secteur de l'animation va dépendre aussi de la réponse que les producteurs vont apporter aux demandes des salariés par rapport à la grille de salaire. Sachant qu'on est au tout début de la négociation. Sachant qu'on est au début de la négociation, okay. On n'a pas vraiment commencé, même on va la commencer là, dans les prochaines réunions. En fait. D'accord. Voilà. Merci Jean-Luc. Cédric ? Oui, alors si je peux faire un petit... Brièvement, si c'est possible. Petit écart. Non, il y a des dispositions dans la convention collective qui sont inscrites. C'est un texte qu'il faut se saisir. C'est pas parce que c'est écrit dans une convention collective que c'est forcément appliqué. Donc je vais rappeler un petit guide en 2 minutes des trucs que j'ai griffés parce qu'il y a des salariés qui m'ont interpellé pendant les Radiraf et sur des questions. Donc je l'ai appelé guide du parfait employeur ou de la parfaite employeuse. C'est une liste non exhaustive.
Donc sur les salaires, pas de salaire en dessous du SMIC. Bon, ça paraît normal, mais des fois c'est pas le cas. Pas de salaire en dessous des minima conventionnels de la convention collective. Sur les contrats, signer les contrats à la fin du mois, c'est travailler son contrat, donc ça on oublie. Obligation pour l'employeur de fournir du travail aux salariés, quand il est salarié et sous contrat. Obligation de payer un salarié sous contrat, même sans inventaire. Donc sous-entendu, on ne le renvoie pas à la maison sans le payer, parce qu'il n'y a pas d'inventaire. Pas de CDDU si le salarié participe à l'activité permanente de l'entreprise. C'est une requalification en CDI. Pas de CDDU si un collègue fait le même travail en CDI. Pas plus de 4 contrats en CDDU par objet de production pour les postes en production. Les salariés en CDDU doivent avoir les mêmes jours fériés chômés que les permanents, sinon c'est une discrimination au contrat. Les indemnisations pour rupture de collaboration de longue durée, c'est égal à 25% du salaire mensuel moyen par année de collaboration continue pour les CDD d'usage. L'obligation de payer à minima la moitié des abonnements de transport. La prise en charge à 100% par l'employeur des frais issus de l'installation téléphonique et Internet nécessaires au télétravail et des dépenses d'énergie nécessaires au fonctionnement du matériel. Les chartes sur le télétravail unilatéralement mises par les employeurs, on oublie parce que c'est illégal vu qu'il existe déjà un accord de convention collective. La seule manière de pouvoir y déroger, c'est de faire un accord d'entreprise. Sur la durée du travail, ça paraît hallucinant, mais on m'a dit qu'il y avait des gens qui travaillaient encore le dimanche. Donc pas de travail de plus de 6 jours d'affilée. Pas de plus de 10 heures par jour. Pas plus de 48 heures par semaine. L'application des dispositions concernant le contingent annuel d'heures supplémentaires de maximum 230 heures par an. Et le test de plus d'1 jour sans rémunération pour les nouveaux entrants à l'embauche. Voilà, pareil, ça on oublie. Merci. Peut-être, François, je suis désolé, je veux entendre Christophe, et puis après tu réagiras, et Louise peut-être aussi, globalement. Est-ce que sur cette question de la convention collective, tu veux ajouter des choses qui n'auraient pas été dites ou qui sont spécifiques à la position de ton syndicat ? Très vite pour justement aborder deux autres points. Mais le premier, Cédric l'a fait presque en introduction et c'était très bien. Nous, on va proposer... Il y a aujourd'hui un guide des VHSS qui existe dans la prod audio parce qu'il y a un CCHSCT cinéma prod audio. Mais nous, on va proposer d'avoir un accord concernant les violences sexuelles, sexistes et le harcèlement au niveau de la branche. Il y a pas mal de branches professionnelles qui ont ça. Donc, alors là, vous avez entendu qu'il y a un toilettage de la convention collective en route. C'est vrai qu'on a énormément de travail sur la convention collective, mais que ce soit sur cet aspect-là et également, alors après, je ne sais pas comment, en termes de temps qu'on aura et d'ordonnancement des choses, de calendrier on fera, mais on souhaitera aussi avoir des dispositions sur l'égalité professionnelle. Alors là, parfait. Jules ? Oui, un dernier petit mot, donc un peu hors sujet, étant donné que nous, à la FICAM, on représente la convention des prestats et pas de l'ANIM. Mais donc, on est aussi sur un travail en ce moment de mise à jour de la convention qui répond à plusieurs objectifs, incorporer des champs qui n'étaient pas couverts par des conventions dans notre convention, donc avec un élargissement du champ, un objectif de simplification, donc un peu comme dans l'animation... Pas de soucis sur ça, et aussi de mettre à jour les dispositions obsolètes, comme les dispositions par exemple sur la représentation du personnel, avec donc tout ce qui est sur le CSE qui était absent avant 2017 finalement des textes. Donc il y a tout ça, et à côté de ça, nous on est aussi sur un travail FICAM France VFX pour... on a lancé une réflexion sur les besoins potentiels de nouvelles fonctions dans la filière spécifique des VFX, donc qui est dans le champ pour le coup des prestats. Donc ce travail est en cours, on ne sait pas en fonction de l'ampleur des demandes des studios VFX, est-ce qu'on va incorporer ça dans cette négociation en cours ou est-ce que ça se fera de façon parallèle. À ce stade, on est vraiment au début de cette réflexion, mais voilà, il y a un travail qui commence sur les VFX et l'évolution de ce métier. Merci Jules. Louise, François, sur... Enfin, je vais
Et puis après, je vous demanderai d'enchaîner sur la question du télétravail qui a été abordée, et ça bouclera cette table ronde, si vous voulez bien. Ça en marche. Ok. Oui, alors je remercie Cédric d'avoir fait son catalogue de négociations. On n'est pas en table de négociation, donc il y a certaines dispositions, elles sont de ordre public, donc on peut être que pour. Hein, voilà. C'était pas trop l'objet de la table, mais comme ça, on connaît les revendications de la CNT, on est content. Et donc je vais revenir sur le sujet au départ. Sur le travail de la convention collective. Alors, le travail de la convention collective, hein, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, je rejoins aussi la table ronde sur les RH. Le problème de la convention collective, c'est que c'est un peu considéré comme l'étape de la loi, entre autres par des petites structures qui l'utilisent vraiment comme guide pour gérer leur équipe, et que, comme l'a dit fort justement Louise, d'abord, elle a été construite à une époque où on était peut-être même l'organisation était moins outillée, il fallait vraiment la construire rapidement. Elle est basée sur la législation, mais la législation du travail, malheureusement, enfin ou heureusement, j'en sais rien, évolue très très vite. Donc, pour des personnes qui utilisent la convention collective, elles sont parfois un peu mal outillées, elles peuvent même appliquer des textes obsolètes parce qu'il n'y a pas le réflexe d'aller voir dans le code du travail comment ça marche, etc. Donc on a un exercice relativement difficile, c'est-à-dire qu'il faut faire un document lisible, mais tout en... Et ça rejoint aussi la formation qui avait été évoquée, je pense, par Julien, tout en faisant comprendre que c'est un outil lisible, mais qu'il faut avoir un peu de background ou autre chose pour l'utiliser. Donc, c'est une initiative, j'ai dit, je ne fais pas un plaidoyer pro-domo, mais enfin, pour renvoyer la manière dont les choses sont faites. Avec Anime France, on l'a nettoyé en travaillant avec un cabinet d'avocats. On a essayé de repenser un plan qui soit un peu plus cohérent et plus facile à appréhender. Et on a fait travailler des personnes qui sont à notre commission sociale, donc d'ailleurs Nicolas, qui est intervenu tout à l'heure, qui faisait partie du groupe de travail, pour avoir un peu un feedback du terrain sur certains dispositifs qui pêchaient. On a fait un document, mais qui est un document de travail et qu'on a présenté au syndicat de salariés. À l'intérieur, et pour situer un peu les interventions par rapport à ce que disait Louise, sur la base de ce document, il y a certains thèmes qu'on veut essayer de revoir. Alors, avant de parler du télétravail, je vais faire une petite incise sur le storyboarder. Sur le storyboarder, en fait, là, par contre, c'est antérieur au travail qu'on a commencé sur la convention, sur la refonte de la convention collective. Quand toutes les grilles de salaire ont été revues et les grilles de fonction, c'était l'accord, il date de fin 2017, début 2018. Il avait été prévu dans un petit article de travailler spécifiquement sur les conditions de travail du storyboarder. Ça a mis un peu de temps, mais on a rédigé un accord sur le storyboarder qui est applicable actuellement. Alors, Jean-Luc a parlé de la fin de la pratique du forfait, parce que ça fait partie des pratiques qui étaient un peu, on va dire, border par rapport aux règles légales. Certes, là, on l'a vraiment affirmé dans l'accord, mais il y a aussi un autre élément, et je rejoins ce qu'a dit Julien tout à l'heure. Il y a aussi la question qui a été introduite dans cet accord du retour des équipes au studio. Il y a une clause, parce qu'en fait, Jean-Luc, c'est normal, il défend ses mandants, donc il va dire moi j'ai fait un sondage auprès des storyboarders, il y a des dépassements de temps, on donne trop de travail aux storyboarders, ils explosent les compteurs, ils doivent travailler hors de leur contrat, etc. Bon, ce qui est une pratique. Ce qui est peut-être vrai, mais nous, on a fait un sondage aussi auprès des adhérents d'Anime France, et on s'est aperçu que dans beaucoup de cas, par exemple, les studios souhaitaient que les storyboarders travaillent plus souvent en équipe pour justement essayer de réajuster les temps de production, et que le storyboarder étant un métier en tension, c'était pas toujours tellement évident, du fait aussi du grand développement dont parlait Julien, du télétravail, des crises Covid, de faire revenir les personnes au studio, certains postes en studio. Donc on a aussi essayé de trouver un dispositif
dans l'accord qui permettent, en tout cas, d'avoir une intention de faire revenir certains postes, le poste de storyboarder en particulier, dans les studios, justement pour qu'il y ait des réajustements, que les storyboarders travaillent en équipe et qu'il n'y ait pas cette espèce de pratique qui était un peu issue du travail à domicile, de faire travailler les gens chez eux et ils étaient un peu payés à la tâche, il fallait qu'ils rendent le storyboard à une certaine date. Voilà. Donc, justement, je fais un pont sur le télétravail parce que cet exemple du storyboarder, on l'a un peu en tête dans les dispositions qu'on veut négocier sur le télétravail. Alors, il y a certains studios qui ont fait des chartes ou des accords d'entreprise déjà sur le télétravail pendant le Covid, ceux qui sont très outillés. Là, l'idée, c'est de trouver des dispositifs qui pourraient s'appliquer à tous et même pour les petites structures. Sachant que je rappelle quand même à la tribune que le télétravail, c'est normalement une demande du salarié, l'employeur n'est pas obligé de l'accepter, et aussi chaque structure peut avoir sa propre organisation pour justement faire venir et travailler les personnes plutôt en studio, en équipe, parce que c'est un travail collectif sur un projet artistique, et tout employeur est libre de refuser, et même de refuser d'embaucher quelqu'un qui exige de travailler chez lui, quoi. Parce que c'est ce qui m'est remonté dans certaines commissions. Voilà. Mais là, on est en train d'essayer d'avoir un cadre minimum pour que les parties ne fassent pas n'importe quoi sur le télétravail. Je ne sais pas si on y arrivera, mais enfin bon, on a commencé à travailler, quoi. Voilà. Oui, je voulais juste répondre, parce qu'il y a eu deux prises de parole sur la question de la prévention des violences et des harcèlements sexistes et sexuels. C'est vrai qu'il y a eu un travail d'un kit d'une quinzaine de fiches outils qui a été publié côté production audiovisuelle et production cinéma. À l'époque, on avait aussi associé des salariés et des producteurs d'animation pour que ce kit, même si c'était les CCHST de branche qui l'avaient publié, il puisse aussi être appréhendé et utilisable dans l'animation. Évidemment, nous, on sera toujours ouverts pour mettre en place des dispositifs et des outils au niveau de la branche animation pour accompagner les employeurs dans la prévention de ces situations et aussi dans le traitement et les situations de crise. Donc, il faut juste qu'on se mette au boulot. Juste un point. Non, mais une seconde. Sur le kit VHSS, Louise a eu raison quand on a raison de le rappeler. Certes, c'est parti des CCHSCT de la production audiovisuelle et de la production cinéma, mais quand on a fait par exemple le lancement du kit, il y avait pas mal d'adhérents d'Anime France, enfin, un certain nombre qui sont venus à la réunion de lancement, et l'outil est utilisable, le kit est utilisable dans tous les secteurs en fait, dans tous les secteurs enregistrés. Pour qu'on se le cale, nous, dans notre périmètre aussi. Hein. Bien, à l'image de ces RAF, c'est riche et peut-être frustrant quant à la manière dont on survole certains sujets. Mais il reste un petit peu de temps, je pense, pour des questions, et j'imagine qu'il n'en manque pas. Oui, Fiona Cohen pour Blender. Du coup, je vais revenir un peu sur ce que Cédric et ensuite François ont pu dire. Déjà, merci aux syndicats pour leur travail, c'est vital pour le secteur. Mais je suis un peu surprise en fait de votre retour, François, parce qu'il y a un an, presque jour pour jour, parce que c'était au mois de novembre, c'est pas le retour qu'on avait eu d'Anime France concernant certaines dispositions légales. En fait, on n'avait pas la même compréhension du législateur entre les syndicats patronaux et les syndicats salariés. Et si Cédric, c'est peut-être fourvoyé sur certaines dispositions, les contrats signés en fin de mois où les gens renvoyaient chez eux sans salaire pour cette journée-là, ça existe bien encore. Donc ma question, puisqu'il y en a une, c'est comment vous effectuez en fait un travail peut-être de formation ou d'information plus poussé auprès de vos syndiqués patronaux pour que ces mauvaises pratiques, parce que c'en sont, ne cessent. Et quand c'est remonté, et comment ça peut être remonté, parce que c'est compliqué pour les salariés de se heurter à un employeur, et derrière, il n'y a plus de recours à part la mobilisation générale qui est très compliquée, les syndicats salariés qui vous font remonter les choses et qui n'aboutissent pas. Donc voilà. Non, nous, sur les pratiques et sur les informations... D'abord, tout à l'heure, j'ai dit que dans la longue liste de Cédric, il y avait des dispositions qui étaient d'ordre public. Donc, les dispositions d'ordre public, elles sont d'ordre public. Donc, si elles ne sont pas appliquées, l'employeur se met en risque. Nous, on ne cautionne pas. Et puis rapproche voilà, le micro, François, s'il te plaît. Après, sur comment on fait remonter comment on forme ou ce que vous me demandez.
J'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait une commission sociale à Nîmes France. Alors bon, tous les employeurs ne viennent pas, mais nous, on envoie des fiches explicatives, on a des partages de pratiques, et il y a aussi les règles dans la convention collective. Hein. Il y a aussi un moment où quand on essaye d'écrire des règles assez claires dans la convention collective, les personnes à qui la convention collective s'applique, ils doivent s'en saisir, enfin elles doivent s'en saisir et dire bah non, dans les textes c'est pas comme ça que c'est écrit. Nous on peut pas tellement faire plus que d'abord informer, que de mettre des warnings si on nous appelle en disant, ou des warnings ou dire non mais là vous êtes complètement hors des clous. Mais je pense que dans certains cas, les cas dont vous me parlez, l'employeur va peut-être pas m'appeler. Donc voilà. Et dans certains cas. Et ensuite, dernier point, bah, par exemple sur les jours fériés, il n'y a pas une obligation Enfin, c'est un peu compliqué, donc je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais sur les jours fériés, il y a des règles assez précises dans la convention collective, et on a refait passer une note à tous les adhérents sur comment il faut appliquer les règles sur les jours fériés chômés, telles que ça existe dans la convention collective. Hein. Pas telles qu'il y a des revendications dans les syndicats, mais déjà pour qu'il y ait une pratique correcte sur l'utilisation de ce sujet, quoi, sur la manière dont on gère ce sujet dans les structures. Voilà. Juste pour répondre aussi pour le SPI, où on a beaucoup de petites entreprises, encore une fois, donc pas forcément de RH ou de juristes en interne. Et en complément des fiches pratiques qu'on peut adresser, on organise une dizaine de fois par an, enfin quasiment une fois par mois aussi, des sessions d'information sociale sur différentes thématiques. Les règles de base quand j'embauche en CDD, les règles de base quand j'embauche en CDI, santé, sécurité au travail, enfin on fait sur plein de sujets comme ça, justement pour dispenser de l'information sur les règles légales et les risques aussi auxquels les entreprises s'exposent. Donc ce travail de pédagogie, on le remet sans cesse sur le tapis pour que tout le monde soit formé. Après, juste un point tout petit. Par rapport à la question, quand je disais les personnes doivent se saisir de la convention collective et savoir comment la lire, ça rejoint ce qui a été dit sur les formations des élèves dans les écoles. Alors, il y a certaines écoles qui le font, mais peut-être pas toutes. Et puis parfois, c'est difficile de motiver, je pense, des élèves qui sont dans des écoles artistiques, d'aller se faire d'avoir une journée d'information sur l'environnement économique et social dans lequel ils vont travailler avec les fondamentaux. Alors ça, peut-être qu'il ne faut pas le faire en milieu de formation ou en début, mais peut-être en toute fin. Je crois que nous avions traité ce sujet sans aboutir à des solutions très, très évidentes. Toute petite réaction, Cédric, et puis on prend une dernière question et on va devoir conclure. Oui, je voulais juste parler peut-être d'un sujet qui pourrait être important pour les prochains... Ça fait une bonne transition pour la fin. Sur les emplois seniors. Parce que les emplois seniors, moi, dans mon milieu, j'en vois pas beaucoup. Et ils se raréfient tels des Pokémon shiny qu'on n'arriverait pas à attraper. Donc peut-être ce sera un sujet. Puis petite note aussi que j'ai remarqué pendant les slides du CNC. On parle de genre en tant que film d'animation. Le film d'animation n'est pas un genre. Voilà, c'est juste du film. Voilà. Ah, il y a encore de la culturation à faire. C'est une technique. Si je peux ajouter juste un commentaire qui répond un petit peu à la question qui a été posée. S'il est bref, je te l'autorise. Très bref, oui. En fait, le recours que peuvent avoir les salariés aussi qui sont confrontés face à leur employeur à une situation qui leur paraît illégale, c'est effectivement de se référer à la convention collective, mais s'ils ont peur de le faire, de se faire mal voir, etc., c'est de saisir le syndicat qui, lui, peut intervenir auprès de l'employeur pour lui rappeler l'obligation de respecter la convention collective. Et c'est un petit peu la même démarche qui peut être faite lorsque un salarié est victime de harcèlement ou d'agression sexuelle ou qu'il est témoin de faits comme ça, sans préjudice d'autres actions comme de saisir directement la justice, le salarié peut aussi contacter le syndicat qui, lui, va intervenir immédiatement pour faire cesser ces agissements, quoi, en fait. Excuse-moi, juste un mot. C'était juste pour vous dire... Non, mais c'est pour dire à tout le monde, non, mais que tout le monde dans la salle entende par rapport à l'organisation des RAF et tout ça. Il me semble que tout ce qui s'est passé ce matin et peut-être un petit peu des choses des deux précédents jours, montre bien l'intérêt d'avoir des échanges sur ces sujets-là et qu'il y en a tout un tas de sujets, justement, qui méritent d'être approfondis pour notre secteur d'activité. Je dis ça pour l'avenir, comme ça, en passant.
C'est bien, ça veut dire qu'on aura encore des conférences et des sessions. Je vous remercie en tout cas vous êtes plié à cet exercice très contraint.